c'est un tournant décisif. Elle a marqué l'histoire parce que le 13 juillet 1955, par la force et non pas par le droit, même si c'était un texte, un décret, l'administration coloniale française a exclu le principal mouvement indépendantiste camerounais et le principal mouvement indépendantiste de toute l'Afrique noire francophone. Donc, c'est un moment clé. Comme à un carrefour, si vous venez à un carrefour, au lieu de prendre la route indiquée, vous prenez une bretelle qui n'est pas indiquée pour la destination où vous allez. Les conséquences seront plus ou moins grandes suivant l'importance du voyage. Comme il s'agissait du voyage de tout un pays, de toute une nation en construction, les conséquences ont été extrêmement graves sur la suite de l'histoire du Cameroun. Parce que le 13 juillet, c'est en réalité la date à laquelle la néocolonisation du Cameroun a commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu une colonisation, il y a eu une contestation de la colonisation par l'UPC et d'autres mouvements patriotiques au Cameroun. Mais à partir du 13 juin 1955, les Français ont officiellement décidé qu'ils allaient coloniser d'une manière différente le Cameroun, en commençant par exclure tous ceux qui sont contre cette nouvelle colonisation-là. C'est dans ce sens que le 13 juillet 1955, on peut le dire, a fondé le système actuel. C'est la date à partir de laquelle la dictature coloniale a cédé la place à une dictature néocoloniale qui, comme dit Kwame Nkrumah, est plus perverse. Parce que c'est difficile pour le Camerounais aujourd'hui de savoir que cette date-là est importante pour lui. C'est difficile pour l'homme de la rue de savoir que son pays, quand on parle d'une néocolonie, de comprendre ce qui lui arrive en tant que citoyen et en tant que communauté, en tant que pays. C'est en ce sens-là que le 13 juillet 1955 est une date extrêmement importante que chaque Camerounais, même les Africains en lutte contre le phénomène néocolonial, devraient connaître et analyser en conséquence. Il y a ça, c'était d'abord la principale raison, le fait que les Camerounais refusent le système colonial, qu'ils le combattent et qu'ils disent qu'il faut qu'il s'en aille. Ils essayent de le détruire. C'était la raison fondamentale. Mais il y a plus que cela, parce que l'UPC était un mouvement qui influençait le reste de la région, de l'Afrique centrale, et au-delà même, parce que quand vous voyez tous les grands révolutionnaires africains de ces années-là, de Sékou Touré à malgré ce qu'on peut lui reprocher, à Mandela, malgré ce qu'on peut lui reprocher, au Modibo Keïta, Cheikh Anta Diop, qui a dit que la première fois qu'il a entendu parler d'un Africain réclamer l'indépendance, c'était un Camerounais au Myobé, Lumumba au Congo, Kwame Nkrumah au Ghana. Bref, tout le monde connaissait, admirait et respectait le combat des Camerounais. Donc, d'un certain point de vue, l'UPC influençait d'autres mouvements en lutte. Et en donnant l'exemple contre les Africains qui allaient finir par recevoir le pouvoir de la colonisation, il montrait à ces pays-là que vous êtes en train de vous engager dans une mauvaise voie. Le cas de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas simplement, quand les Français interdisaient cela, c'est parce qu'ils savaient bien le risque qu'il y avait à avoir même un seul. Et je crois que de ce point de vue-là, contrairement aux autres mouvements de libération, l'UPC aurait pu faire exception, compte tenu de la qualité de ses dirigeants, la qualité morale, la qualité intellectuelle, la qualité de patriote de Oum et ses compagnons, aurait pu décisivement influencer les autres pays. Parce que si le Cameroun avait été un pays indépendant, géré suivant l'intérêt des Camerounais, il est quasiment sûr qu'il aurait, au bout d'un certain temps, agi pour que des dictatures ubuesques comme celle du Gabon, de Centrafrique, du Congo, etc., ne s'installent pas et ne prospèrent pas. Même d'un point de vue indirect, parce que les populations voisines se réfèrent souvent au Cameroun. Quand vous allez à Bangui, des gens rêvent de venir à Douala. Donc, quand ils écoutent l'actualité camerounaise,
ils l'interprètent et ils peuvent appliquer le raisonnement que les Camerounais émettent à leur propre pays. Donc forcément, en interdisant l'UPC, les Français savaient qu'ils allaient éviter à toute leur colonie d'emprunter le chemin qui était légitime, celui de l'indépendance. Donc ce n'est pas simplement une affaire camerounaise pour conclure. C'est une affaire, au-delà du Cameroun, une affaire panafricaine. Les conséquences sont incalculables. C'était la grande catastrophe, comme disent les Palestiniens, c'était notre Nakba. C'était un moment, en un seul trait de plume, les Français ont fait en sorte que le destin de millions de gens change et passe du vert pâle que l'UPC apportait, c'est-à-dire qu'il y a bientôt le signal pour traverser une mauvaise zone. On est passé au rouge, et puis au rouge un peu plus foncé, et ainsi de suite. Donc, utilisons cette métaphore de la circulation pour comprendre un peu comment ça a pu avoir des impacts. Ça veut dire qu'on croyait pouvoir passer une étape, mais on est bloqué. On est carrément à un feu rouge depuis des années. Parce que, de tous les points de vue, les problèmes du Cameroun actuel, et même les problèmes des autres pays africains, tirent leur source de ce moment-là. Du moment où, pour sortir de la colonisation, les colons ont trouvé le moyen d'imposer une nouvelle colonisation. Et après, ça a donc agi sur le domaine de la vie politique, parce qu'on a un pays où il n'y a pas un réel débat politique. Les gens discutent entre eux, alors qu'ils sont en général issus de la même famille politique. Les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de partis, par exemple, au Cameroun, alors que c'est en réalité des gens qui sont tous issus à 99% du RDPC. Donc, ça a totalement dévoyé le débat politique, après avoir installé évidemment la dictature. La dictature vient de là. Ça a fait que les Camerounais n'ont pas une culture politique suffisante pour comprendre les grands problèmes de leur société. La crise anglophone dont on parle aujourd'hui, elle naît de là parce que dès que les Français ont interdit l'UPC, les dirigeants se sont réfugiés dans la zone anglophone, mais les Anglais aussi ont interdit l'UPC. Donc, c'est allé en chaîne. Première interdiction ici, deuxième interdiction là-bas, expulsion des dirigeants, décapitation des dirigeants parce qu'ils sont morts à la chaîne. A été assassiné, Moumi a été assassiné, Wandje, ainsi de suite, sans compter tous les combattants dans le maquis. C'est des dizaines et peut-être des centaines de milliers de morts qu'on a comptés. Donc, du point de vue politique, c'était vraiment incalculable ce que la décision des Français d'expulser l'UPC de la scène a produit sur la vie politique camerounaise. Ça a fait en sorte qu'on ne puisse plus discuter pour que les Camerounais comprennent quelle est la meilleure voie à suivre. On a installé la dictature dans tous les domaines et ça a des conséquences du point de vue économique. On dit voici un pays où on exploite du bois de manière industrielle depuis un siècle, mais le bois continue à traverser les centres-villes en billes pour aller vers le port. On a toujours une économie d'entonnoir. On ramasse le coton, on coupe les billes de bois, on pompe du pétrole et on s'en va le transformer ailleurs. Alors, cette forme d'économie-là, c'est elle qui crée le chômage massif, c'est elle qui crée des inégalités extrêmement graves parce que je ne sais pas s'il y a des pays où les inégalités sont aussi criardes et profondes qu'ici chez nous. Ça crée une économie, c'est pas bancal, c'est une économie qui marche sur les mains. C'est-à-dire que l'essentiel s'en va ailleurs. Les miettes qui restent ici, les Camerounais se les disputent au point de se triper entre tribus. Du point de vue de la culture, on a une culture totalement extravertie. Vous voyez des gens qui ont honte même de parler les langues nationales. Nos familles aujourd'hui, vous voyez des enfants qui ne parlent aucune langue et les parents sont même heureux de voir que les enfants maîtrisent très bien le français et l'anglais et ne disent pas un mot dans une langue nationale. Ils seront bientôt des étrangers dans leur propre pays. Ils vont parler anglais, français, allemand, espagnol. Ils vont parler aucune langue.
Dans tous les domaines, on prend la musique, on a des rythmes très variés, mais on n'a plus la capacité de produire de grands disques, de grands musiciens, parce que les moyens qu'on met dans le soutien de la culture sont maigres. Donc nous sommes en train d'être dépersonnalisés. Nos religions traditionnelles sont aujourd'hui l'objet d'un marchandage honteux où les gens achètent les titres, où les gens donnent des bénédictions à ceux qui ont de l'argent parce qu'ils ont de l'argent, même quand c'est mal acquis. On ne connaît pas. Vous prenez un Africain moyen, il ne peut pas remonter sur 2, 3 générations et dire quelles étaient les valeurs de ses ancêtres. Donc, dans tous les domaines de la vie, on ne peut pas calculer les conséquences que l'interdiction de l'UPC le 13 juillet 1955 a pu avoir. Il n'y a aucun domaine où, quand on prend un problème principal, on ne peut pas le lier à la manière dont le pays est géré. Et la manière dont le pays est géré, c'est la conséquence de décisions politiques. Donc, ça, ça pourrait faire l'objet d'un livre, de mesurer les conséquences pour le Cameroun et pour l'Afrique. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si l'UPC avait réussi à maintenir sa trajectoire, elle aurait donné aux autres pays, elle serait arrivée au pouvoir avec une certaine opposition proche de l'étranger, mais elle aurait donné aux autres pays le modèle d'une Afrique différente qui réussit, et forcément, ça allait faire des émules. Donc, c'est vraiment incalculable les conséquences. Ah ben, c'est pas mon avis, c'est des données historiques que les gens connaissent assez bien, enfin, ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'UPC. Après l'interdiction, les UPC sont d'abord essayé de se réorganiser dans la zone contrôlée par la Grande-Bretagne. Donc, une partie de la direction s'est échappée pour s'installer à Kumba, puis à Bamenda, je crois. Mais une autre partie était dans le maquis de la Sanaga maritime, où se trouvait principalement le principal dirigeant, Ruben Oumyobé. Mais au fur et à mesure que les années passaient, les difficultés de revenir dans le jeu les ont obligés à passer à l'action armée, parce que dès que les Français ont interdit l'UPC, ils se sont mis à les traquer dans le maquis. L'UPC a appelé à des boycotts d'élections et puis a organisé un comité national d'organisation pour suppléer l'absence de fonctionnement de sa direction normale. Et de fil en aiguille, constatant que la colonisation était décidée à mener la guerre à ce mouvement-là, elle a créé une armée nationale de libération qui s'appelait l'ALNK, Armée de libération nationale du Cameroun, Cameroun avec K évidemment. Et elle a commencé à mener la lutte armée. Donc, en gros, pour résumer ces années-là, c'est comme ça que ça s'est déroulé, puisque l'ALNK, je crois, c'est 1 an avant l'indépendance que cette armée-là a succédé au Comité national d'organisation, je crois, et a commencé à se battre pour chasser le colon, qui avait importé toute une armée au Cameroun avec le soutien des Américains, parce que quand on peut mesurer à peut-être 50 milliards de francs ce que les États-Unis avaient débloqué pour soutenir la lutte armée contre l'UPC, avec le soutien évident de la Grande-Bretagne qui, aux Nations Unies, était alignée sur la position de la France pour éviter que l'UPC ne revienne dans le jeu. Donc, avec cette armée de libération-là, les UPC se sont battus comme ils ont pu, jusqu'à ce que les principaux dirigeants de la lutte interne tombent dès le début des années 60-61, imposant ainsi, parce que normalement c'est Moumié qui devait rentrer pour réorganiser la lutte. Dès que Oumyobé a été assassiné en 1958, Moumié devait prendre le relais. Pendant qu'il organisait son retour, il a été assassiné. Donc, novembre 60, donc moins de 2 ans plus loin. Wandji donc est obligé de prendre le relais. Il rentre ici quelques mois après l'assassinat de Félix Laurent Moumié. Il réorganise les maquis
autant qu'il peut et il fait face à l'armée. Mais, comme l'ont toujours dit tous les maquisards, il souffre du manque cruel de moyens matériels, c'est-à-dire des armes et quelques moyens logistiques pour pouvoir faire face à la tâche qui était la leur. Donc c'est à partir de la chute de l'ALNK que l'UPC prend un nouveau chemin. Parce que quand Wandié est obligé de se rendre pratiquement au régime de Yaoundé, fin 70, il a un jugement de pure forme. Il est fusillé en janvier 71 et l'UPC est donc réorganisé à partir de cette année-là par certains membres du comité révolutionnaire que Wandié lui-même avait créé. Tenant compte de ce que la direction avait été décapitée, Wandié et ses compagnons avaient créé un comité révolutionnaire dans lequel se trouvaient des personnes comme Wongdi Masaga. Et c'est après l'assassinat de Wandié que Wongdi Masaga prend le relais à partir de l'étranger. Lui aussi, il faut le signaler, il avait tenté une ouverture vers le sud Cameroun, pendant que Wandié, lui, était au cœur du pays, à l'ouest. Mais ça n'a pas marché aussi pour Wongdi Masaga. Sorti donc de ce maquis, il va à l'étranger où il y a des communautés camerounaises, notamment des étudiants, pour réorganiser l'UPC sur de nouvelles bases. Et c'est ainsi qu'il crée un mouvement qui s'appelle le Manidem, mais pas l'actuel Manidem, c'est-à-dire qui s'appelle un courant d'opinion. Il cherche à créer un courant d'opinion sur la nécessité de remettre la question politique du Cameroun sur la table de discussion, la question politique centrale de comment est-ce que nous allons gérer notre pays. Il crée donc, il lance un manifeste avec des personnalités comme Mongo Betty, manifeste pour l'instauration de la démocratie, en abrégé Manidem. Dès les années 74, il agrège beaucoup de jeunes Camerounais à l'étranger notamment, mais aussi au Cameroun. Parce que le courant du Manidem était certes très actif à l'étranger, mais il avait des relais au Cameroun. Et c'est comme ça que dès le milieu des années 70, je crois que c'est 76, les manimistes du Cameroun qui ont mené des actions pour contester la dictature d'Ahidjo sont interpellés. Il y a des arrestations massives au plus haut sommet de l'État parfois parce qu'on avait des directeurs généraux adjoints de sociétés publiques. L'exemple de Emmanuel Biteki, qui est un ingénieur de haut vol, qui est interpellé et emprisonné. Comme ça, on emprisonne sans procès. Donc l'UPC tente de se réorganiser. Mais l'UPC fait aussi face déjà, dans ces années-là, à la duplicité du système parce que dès les années 60, Ahidjo a pris un décret pour réhabiliter l'UPC, mais pas l'UPC véritable, l'UPC des ralliés, c'est-à-dire que ceux qui étaient sortis du maquis pour rejoindre son mouvement ont commencé à fonctionner. Ils ont d'ailleurs dissous cette pseudo-UPC-là dans l'UNC le 1er septembre 1966 et ils ont continué leur chemin. Donc après les années 75, ce mouvement du Manidem continue d'influencer la société politique camerounaise en essayant de faire passer des mots d'ordre clandestins dans les milieux étudiantins notamment, dans les milieux de jeunes, dans les milieux de petits travailleurs, dans les milieux des ouvriers. La fameuse grève des dockers de 1976, les manimistes ne sont pas loin de là. Il y a des jeunes gens qui influencent la vie politique locale. Et tout au long des années qui vont suivre, des années 80, ces gens-là continuent à mener des actions pour que l'UPC ne meure pas. Ils sont régulièrement interpellés, emprisonnés, jusqu'à ce qu'en 1990, l'UPC puisse revenir au grand jour sur la scène politique avec l'arrestation de Henriette Ekoué, Anissé Ekane, qui sont deux membres du Manidem et de l'UPC. Et le premier à reconnaître donc publiquement qu'il est de l'UPC, c'est Anissé Ekane, bien que son parti avait déjà demandé, avait déjà fait publier les noms de ses dirigeants à l'étranger, peu avant ou peu après le procès, je ne sais plus très bien. Réclamer publiquement son appartenance ainsi à l'UPC, c'était une manière
et de dire que malgré tout, l'UPC n'est pas morte. Malheureusement, comme je le signalais tout à l'heure, le système ayant créé une fausse UPC pour tromper les gens, dès les années 90, l'UPC Kayidjo avait été créé, a été réactivé par le même canal, c'est-à-dire quelqu'un qui était un haut cadre du RDPC, qui formait même les gens à l'école des cadres du RDPC, est devenu, il s'est déclaré secrétaire général de l'UPC, il a même relégalisé ce mouvement-là et ça a créé énormément de confusion qui jusqu'aujourd'hui ne permet pas aux Camerounais de comprendre en quoi ce parti-là a extrêmement contribué à lutter pour l'indépendance et la liberté en Afrique. Donc, en gros, on peut s'arrêter là. Et je crois qu'à partir de cette date-là, les gens peuvent comprendre pourquoi est-ce qu'après, les gens ont le sentiment qu'il y a eu plusieurs UPC, alors qu'il n'y en a jamais eu plusieurs en réalité. Il y a toujours eu une UPC légitime qui se bat pour le bien-être des Camerounais et une autre que le gouvernement a créée. En gros, voilà. Ah, ça, c'est difficile. C'est très, très difficile parce que on sortait d'une société traditionnelle qui n'avait pas de statistiques de ce type-là. C'est-à-dire, dans les années où la colonisation s'achevait, nos villages ne pouvaient pas vous dire « nous sommes tel nombre ». Ça n'existe pas dans nos cultures africaines de se mettre à dénombrer les gens pour faire des statistiques. On sait que ces gens-là sont nombreux, ou ces gens-ci sont moins nombreux, etc. Ce qui fait que pour retracer, pour se rapprocher de la vérité des faits, il faudrait faire des efforts extraordinaires pour connaître quels étaient les chiffres des communautés où la répression se faisait, la lutte contre les maquis UPCistes, pour avoir une évaluation plus ou moins exacte de la population et rapporter cela aux chiffres déclarés, parce que le colon déclare ce qu'il veut comme victime de sa répression. Donc c'est une question à la fois importante, mais extrêmement difficile à réaliser. C'est un challenge que c'est les moyens d'un État moderne et respectueux du sacrifice que les Camerounais ont fait pour les générations qui venaient, devraient réaliser. L'État devrait mettre des moyens pour qu'on puisse évaluer. Aujourd'hui, les chercheurs les plus sérieux avancent un chiffre autour de, je crois que c'est un peu plus, autour de 150 000, entre 120 et 150 000. Il y en a qui avancent des chiffres autrement plus importants, mais ils n'ont pas d'arguments solides. S'ils avaient fait des recherches comme celles que j'indique là pour savoir quelle est la population concernée à la base, quel a pu être le nombre de victimes, etc., en allant fouiller dans diverses archives, en allant interroger les familles qui avaient certainement conscience de leur taille numérique, on pourrait se rapprocher d'un chiffre plus exact. Mais il est sûr que cette guerre-là a fait plus de 100 000 morts. Oui, le groupe que Ouma a fondé avec ses amis a laissé un héritage immense. C'est au-delà, parce que je donnais tout à l'heure les exemples d'autres pays où il y a eu des révolutionnaires, au-delà de l'engagement révolutionnaire pour changer de manière fondamentale son pays, il avait quelque chose de plus, parce qu'il y a des gens qui veulent changer leur pays pour en faire un système le cas de l'Algérie, qui ne cadre pas avec les aspirations des populations. C'est-à-dire qu'ils ont certes réalisé un combat pour l'indépendance, mais après ils se sont embourgeoisés et ils ont corrompu leur lutte. Mais a laissé un double exemple. Donc, exemple du révolutionnaire engagé pour la libération de son pays, mais l'exemple aussi de la probité morale, c'est-à-dire que je ne peux pas transiger et je ne suis pas un corrompu, parce qu'après la lutte pour la libération, il fallait une lutte pour instaurer un pays où les dirigeants ne sont pas des gens qui pillent leur propre peuple. Ça, c'est les deux figures principales de l'action de C'est-à-dire de montrer que la révolution en Afrique, elle est absolument nécessaire, elle est incontournable, et qu'au-delà de cela, il faut que les dirigeants montrent l'exemple. Il a montré l'exemple dans
la manière dont il a géré l'UPC. Il aurait pu faire comme tout le monde, devenir multimilliardaire. Mais il a refusé cette corruption-là. Ça de manière instinctive, naturelle, mais aussi de manière culturelle, parce qu'il a cultivé l'exemple du dirigeant qui fait preuve d'abnégation, qui fait preuve de respect du bien de la communauté, parce que tous les biens de l'UPC ne lui ont pas profité à titre personnel, jamais. Les témoignages sont multiples à cet égard. C'est les étudiants camerounais qui l'habillaient, qui lui trouvaient des vêtements chauds quand il allait dans ses voyages aux Nations Unies, parce qu'il négligeait ce genre de choses qui étaient pourtant nécessaires pour lui. Il n'a pas laissé une maison alors qu'il aurait pu, une grosse bâtisse, alors qu'il aurait pu s'enrichir ou bien essayer de détourner les fonds de son parti qui n'étaient pas minables. Il a accepté le sacrifice de lui-même, parce que quand vous savez que vous allez mourir, vous pouvez fuir, vous pouvez vous échapper. Mais il a dit que s'il est l'heure de mourir pour mon pays, alors je meurs pour mon pays. Donc, ces deux exemples-là sont extrêmement importants pour un environnement comme le Cameroun, qui a besoin d'un changement radical et qui a besoin que les autorités publiques soient au-dessus des contingences matérielles, financières, donc de l'enrichissement personnel et parfois, comment on va qualifier cela, échevelé, irrationnel, auquel les élites africaines se livrent. Parce que chez nous, les gens veulent même vous demander à quoi ça peut correspondre de piller son pays autant. Donc, de ce point de vue-là, l'héritage de l'UPC est donc moralement un guide pour ceux qui veulent se battre pour le Cameroun. Ils ont aussi laissé un héritage qui va au-delà du Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était pour la race noire. De voir des dirigeants de cette valeur-là, dont les colons ont bien été obligés de reconnaître que ces gens-là sont au-dessus de la mêlée. C'est une bonne chose pour les peuples noirs. Parce que nous avons un peuple qui a énormément de difficultés, qui cherche des repères et qui a besoin de ce genre de personnes-là pour influencer l'environnement, donner l'exemple de la voie à suivre. Évidemment, il y a aussi l'héritage politique, l'appareil militant, c'est-à-dire que de laisser des camarades en leur indiquant voilà comment est-ce que notre parti doit fonctionner, comment est-ce que nous devons nous asseoir entre nous, réfléchir, donner une idée de ce que pourrait être le Cameroun. Abel Inga disait dans une interview qu'il nous avait accordée que nombre de réflexions de Oum, après son entrée au maquis, concernait le modèle de gestion politique, le modèle de société qu'il aurait voulu voir naître au Cameroun. Malheureusement, ces documents-là sont encore non accessibles du fait de la confiscation du gouvernement colonial français. C'est des idées sur lesquelles on pourrait se fonder pour construire un autre Cameroun, pour construire une autre Afrique. Donc l'héritage de l'UPC, si on veut en parler, on peut y trouver divers éléments de diverses natures, parce que la fierté camerounaise vient aussi de cela, parce que quand vous voyez les Camerounais qui disent « nous sommes le seul peuple à avoir pris les armes pour chasser le colon dans la sphère d'influence de la France », ce n'est pas rien. Ça a influencé, ça a créé ce que certains appellent l'esprit d'avril, ce que certains appellent le fighting spirit camerounais. Ça a créé une société qui est capable du meilleur pour le continent, même si aujourd'hui, elle produit le pire. Donc, de diverses manières, vraiment, le travail que l'UPC a fait sur la société camerounaise a été extrêmement bénéfique. Former des jeunes gens, un parti politique qui se bat pour trouver des bourses et envoyer les enfants les plus modestes se former, parfois même à l'étranger, etc. Montrer aux Camerounais l'exemple d'unité, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, en dehors de quelques matchs de football qui nous rassemblent par-delà les chapelles politiques, et il est difficile de trouver aujourd'hui au Cameroun une organisation transethnique.
C'est extrêmement difficile. Dès qu'il y a quelque chose, allez, les gens se répartissent en groupes ethniques. L'UPC a été le seul véritable mouvement transethnique de toute l'histoire du Cameroun. Le reste avait toujours une petite base villageoise, communautaire, pour ne pas dire tribaliste. Donc, on peut parler de l'héritage de l'UPC dans divers domaines, parce que même les intellectuels résistants camerounais s'inspirent bien de la résistance UPCiste. C'est tellement un regard peiné, un regard très triste, parce que quand on sait le sacrifice de ces gens-là pour le pays, et on voit la situation dans laquelle on se trouve, il y a de quoi être triste. Mais ça aurait été aussi un regard, comment vais-je le dire, il aurait aussi certainement repris l'ouvrage. Il se serait certainement remis au travail pour dire, bon, on en est là, ok, on va recommencer. C'est certes difficile de faire comprendre aux Camerounais le message que j'ai porté, pourquoi je suis mort, mais on va le faire. Donc ça aurait été certainement ces deux choses. À la fois, il aurait eu de la peine de voir à quel point le combat qu'ils ont mené a été galvaudé. Il aurait aussi certainement été content de ceux qui ont suivi, parce que nous autres, nous sommes nés sans qu'ils ne le sachent. C'est-à-dire que la génération de mes parents, c'était ce qui pouvait être la génération juste après lui. Mais ils n'auraient pas pu imaginer certainement que les difficultés allaient faire en sorte que des jeunes gens éparpillés partout sur le territoire découvrent cette histoire-là et décident de la suivre. Les gens font des pèlerinages sur la tombe de Oum. Pourtant, ça a été une tombe bannie pendant un demi-siècle, je crois. Donc, ce serait cela, à la fois dur et pénible comme moment à vivre, mais aussi interpellation pour reprendre la lutte. Je crois que c'est comme ça qu'il aurait vu la chose.